Une frise historique passionnante, emportée dans le tumulte atroce et douloureux de la Seconde Guerre mondiale. Tout commence en 1933 avec la prise au pouvoir d'Hitler, jusqu'en 1950 où la construction des deux blocs de la guerre froide donne des frissons, entre montée du nazisme et du communisme, des prises de pouvoir totalitaristes, des batailles mémorables et ô combien déchirantes, des traités diplomatiques agrémentés d'une teinte d'espionnage et de torture. La machine de l'horreur est en marche. C'était dur, mais c'était beau, c'était triste, mais c'était vrai. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'hiver du monde. Et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour l'analyse et les critiques de ce chef-d'œuvre, le second tome de la trilogie du siècle de Ken Follett. Salut, c'est Olives. J'aimerais remercier d'abord tous ceux qui ont pu visionner ma première vidéo sur la chute des géants. Aujourd'hui, on va suivre à peu près le même programme, à savoir mon avis constructif et un peu général, avec des critères bien précis. Puis ensuite, je vous donnerai mes personnages préférés. Ce sera l'occasion de débattre en commentaire. Pourquoi, comment. Et enfin, on terminera avec une petite citation qui résume le livre et qui, moi, m'a marqué personnellement. Un petit rappel pour ceux qui n'ont pas lu le livre et qui n'ont pas envie de se faire spoiler, allez le acheter directement en librairie. Faites-moi confiance, mais un conseil, ayez quand même le cœur accroché parce que c'est pas mal trash quand même. On tarde pas plus avec l'intrigue de ce livre. Dans l'hiver du monde, j'ai trouvé qu'on était sans cesse en haleine, que la transition entre les personnages était moins dérangeante que dans le tome 1 où j'avais plus de mal à rentrer dans chaque épisode après un changement de passage. C'est vrai que là c'était plus lucide, j'ai davantage adhéré à l'histoire parce que la fiction était plus solide et calquée sur les événements historiques de la Seconde Guerre mondiale. Je pense notamment à Carla qui nous montre magnifiquement la montée du nazisme dans les années 30. Chuck Dewar qui nous montre de manière magnifique l'attaque de Pearl Harbor, et aussi Greg Peshkov pour le projet Manhattan. Tout ça, c'est la fiction des personnages qui apportaient vraiment un point de vue. Les personnages n'étaient pas passifs, contrairement à certains dans la Première Guerre mondiale. Et voilà, j'ai été davantage emballé. C'est pour ça que, sans surprise, je mets la note de 5 sur 5. Et j'ai trouvé que tout a été agencé pour offrir un plan intégral de la guerre, comme si on vivait. J'avais vraiment l'impression de vivre les événements, et un mariage entre la fiction et l'histoire qui est bien plus cohérent que dans le tome 1, j'ai trouvé. Pour les cadres et les personnages, le 5 sur 5 il va suivre également. Sans surprise, c'est un cadre à la hauteur de mes espérances, c'est-à-dire qu'on a des descriptions réalistes et pleines de richesses. J'ai trouvé des atmosphères vraiment vivantes. J'avais l'impression d'être parmi les monuments, parmi les rues. Je pense notamment au début à Buffalo dans le Youth Club là, avec tous les personnages américains. Je trouvais l'atmosphère vraiment vivante, chaleureuse. Et Berlin dans les années 30, il y avait aussi quelque chose de plus froid. J'imaginais vraiment les rues, les quartiers, comme si j'y vivais. Et ça, je trouve ça juste merveilleux. Concernant les événements historiques, là aussi, c'était l'un des seuls Ken Follett où en fait j'ai fait des recherches en parallèle. J'ai vraiment été plus loin que le livre tellement ça m'intéressait. J'étais tellement imprégné que je regardais des vidéos de Pearl Harbor, des images des sous-marins, des chars et d'autres points de bascule de la guerre comme le plan Schlieffen allemand, l'incendie de Reichstag en 1933 et les bombes atomiques au Japon. Tout ça, j'étais vraiment tellement imprégné dans l'histoire que je faisais des recherches en parallèle. Donc ça, c'est un gros point, un gros point positif pour le cadre. Et enfin, pour les personnages, on reste dans le fabuleux avec ceux qui... En fait, je crois que c'est les personnages qui m'ont le plus touché dans la panoplie des Ken Follett que j'ai pu lire. Et je me demande même de toutes mes lectures en fait. Parce que j'ai tellement été fan des personnages. C'était vraiment incroyable. Je veux dire que le couple Lloyd et Daisy était à la hauteur de celui de Jack et Aliena qu'on a dans Les Piliers de la Terre. On en reparlera pendant les personnages évidemment. Et que dire de toutes ces prises de position des personnages qui évoluent. Tout est là. En fait, la guerre, c'est bien plus qu'une simple limite entre le bien et le mal. On a vraiment des personnages qui l'illustrent à merveille. En fait, c'est moins caricaturé que dans les autres Ken Follett et c'est pour ça que j'ai tant aimé l'hiver du monde. Pour l'écriture, on reste dans un Ken Follett dans toute sa splendeur. J'ai descendu plus de 1000 pages en l'espace d'une semaine et bon, c'est le plaisir des vacances aussi, mais surtout le plaisir de la lecture.
N'importe quel livre ne permet pas ça. Et bon, Ken Follett a vraiment réussi à retranscrire à la perfection le dégoût, la rage, la joie, la tristesse et le déchirement, notamment de voir nos personnages préférés mourir. Petite pensée à Walter que j'avais mis top 1 dans le 1 et qui nous a quittés malheureusement dans cette histoire. On en reparlera dans les personnages évidemment, mais je trouve qu'il n'y a que du positif dans cette écriture. Et je suis pas d'accord avec tous ceux qui disent qu'il y a trop d'histoires d'amour et tout, parce que en fait ça rajoute de la vérité, ça rajoute un vrai plus, je trouve, à cette histoire. Et moi ça m'a emballé, donc j'espère que ça vous a emballé aussi, parce que c'est moi, ça me permet de mettre 5 sur 5 encore une fois à l'écriture, parce que j'ai trouvé le style, la plume de Ken Follett juste impeccable. On continue avec le dénouement, et là pour le coup j'ai plus de choses à dire. Est-ce que je mets le passage avec Carla de la fin? Je pense que oui. Donc, ce qui fait qu'on a une fin à la hauteur de l'intrigue, parce que souvent on est souvent déçu d'avoir eu une intrigue qu'on a adoré tout le livre et que la fin nous déçoit brutalement. Je pense à U4 notamment, mais plein d'autres livres aussi qui nous ont pu nous décevoir par une fin un peu bâclée. Là, j'ai pas trouvé que c'était le cas parce que ça regroupait l'émotion, la cohérence et l'ouverture. Je m'explique. Concernant l'émotion, j'ai trouvé que l'occupation de Berlin par l'armée rouge était juste imbuvable de dégoût. Pas imbuvable dans le sens lecture, hein, mais juste, on va pas rentrer dans les détails du viol de Carla, mais c'était juste quelque chose de super bouleversant. Genre moi, j'avais jamais été aussi choqué dans une de mes lectures. Il a ravagé tout ce que je chérissais de ce personnage. Vraiment, il a tout ravagé. Je pense également à la reconstruction entre Carla et Werner qui est belle malgré le viol. Il y a un dénouement politique concernant Lloyd qui est beau avec le mariage de Daisy à la fin. Il y a un dernier sursaut de suspense avec la mission secrète de Volodia qui part aux États-Unis et qui doit également construire sa propre bombe atomique pour les communistes russes. D'ailleurs c'est un personnage très intéressant, Volodia, on en reparlera, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions quand même, c'était parfois très dur, je comprendrais certains qui n'ont pas aimé ces passages là, moi j'ai aimé parce que je trouve que ça fait partie du livre et ça fait partie de la réalité malheureuse de la Seconde Guerre mondiale, mais voilà, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions dans cette fin. Cohérence également, parce que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de fin bâclée pour personne contrairement au tome 1 de la chute des géants. Par exemple, à la différence de Grégory et Gus dans le tome 1, et ben, j'ai trouvé que Volodia, il y avait une vraie réflexion sur le régime dans lequel il vit. Lui, il a une belle évolution parce qu'il se questionne, et contrairement à Grégory qui restait très fermé sur ses opinions, même à la fin, et également Woody, fils de Gus, qui reprend le projet de son père avec l'Organisation des Nations Unies à la fin. Donc ça, j'ai trouvé que c'était plutôt cohérent pour les personnages. Et enfin, une magnifique ouverture selon moi. L'ouverture, ça donne envie en fait de poursuivre avec ce troisième tome, la fin de la trilogie en l'occurrence. Donc on a le doute qui continue avec les congrès politiques qui échouent parce qu'il y a des pays trop butés pour pouvoir accepter certaines conditions. Je pense notamment à la tension qui monte à Berlin, la bombe atomique entre les deux blocs, entre Greg et Volodia, il y a vraiment une alternance de points de vue juste géniale. Et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment tous les prémices de la guerre froide qui étaient posées avec le mur de Berlin, les enjeux de l'Allemagne de l'Est, de l'Allemagne de l'Ouest. Donc je trouve que ça laisse vraiment une liberté pour le troisième tome qui moi me donne super envie de continuer. Donc j'ai parlé d'émotion dans le dénouement. Le dénouement, j'ai mis 5 sur 5 d'ailleurs. Et donc sans surprise, je vais mettre également 5 sur 5 à l'émotion dans ce livre, ce qui nous fait une note de 10. Normalement, je devrais la donner à la fin, mais en fait, là, j'étais tellement... En fait, cette lecture était juste géniale, donc je lui mets un 10 maintenant. L'émotion, on a parlé de l'émotion à la fin, mais je vais pas de l'émotion au global. J'ai pas énormément de choses à dire, mais il y a la mort de Walter d'ailleurs, qui crée d'abord un lien avec le premier tome. Moi, j'avais adoré Walter. Et il y a la mort de Johan aussi, avec Woody qui perd donc sa femme Johan et également Chuck son frère, donc ça fait beaucoup d'émotions tristes. Et il y a également les millions de juifs et d'handicapés qui sont déportés, et ça c'est malheureux, et en fait personne ne s'en rend compte. On a l'impression que cette solution finale en Allemagne, personne n'est au courant. Il y a Carla qui mène des recherches sur l'action T4, et ça j'ai trouvé que c'était très prenant, très angoissant l'atmosphère qu'il y a eu autour de ça.
Mais en fait, on se rend compte que c'est terrible parce que personne ne s'en rend compte et qu'on vit dans un espèce de monde de propagande à Berlin qui est terrible. Et ça a ajouté à ma frustration, donc à mon émotion. Et donc, il n'y a personne qui s'en émeut de ça, même si la déportation n'a pas été franchement évoquée dans les détails, plus du côté handicap que du côté juif. Malgré tout, on avait cette fin terrible où on se rend compte que tous les camps de concentration sont présents en Allemagne et à Auschwitz. Et vous l'aurez compris, donc je mets un 10 sur 10 à ce chef-d'œuvre. Vraiment, c'est pour moi l'un des meilleurs Ken Follett. Mon préféré, ça avait été Une colonne de feu, à débattre avec les piliers de la Terre, mais je crois que lui, il rejoint vraiment le classement de mes Ken Follett préférés, et c'était juste incroyable. On bascule avec mes personnages préférés, ma partie que je trouve la plus intéressante. Alors, ce choix, il m'a davantage préoccupé que la note. En fait, pendant ma lecture, je savais que c'était un 10, ce livre, mais à la fin, et même un jour après, je ne savais toujours pas quel classement faire. Donc j'ai réfléchi. En fait, j'avais 7 personnages en tête et je dois en choisir que 5. Et les 3 premiers, en fait, je les ai quasiment tirés au sort tellement c'était pas possible. Bon, bref, on commence avec. En numéro 5, j'ai mis Volodya Peshkov. Donc Volodya Peshkov, le fils de Lev et de Katerina. On pense il est fils de Grégory, mais en fait, c'est son père adoptif. Et je trouvais que c'était le personnage le plus stylé, si je peux appeler ça comme ça, le plus fier sans doute. J'ai trouvé que l'idée d'espion est juste sublime, et j'ai trouvé Volodya tellement supérieur à Grégory dans son intérêt, surtout sur le point de vue de Moscou. Bon, c'était à Saint-Pétersbourg dans le premier tome, là c'est plus Moscou. Bon, ça change rien parce que j'ai adoré autant l'atmosphère des Russes. Et contrairement à Grégory, voilà, ce que je disais, c'est qu'il met vraiment en question son régime, surtout à la fin. Le régime soviétique où voilà, il se dit qu'il y a un problème. En fait tout ce pourquoi il a combattu, en fait, bah, c'est une atmosphère qui ne lui convient pas. Il se rend compte de tous les méfaits du régime de Staline, de la NKVD. Et d'ailleurs, à la fin, il n'a plus du tout envie de travailler pour les services secrets de la Russie, tellement ça le dégoûte tout ça. Mais il va quand même aller au bout, il va fonder cette famille avec Zoya, et c'est ça qui est beau aussi. Il est discret, assez manipulateur malgré tout, pas très drôle aussi, mais j'ai adoré son passage aux États-Unis quand il fait sa mission secrète là pour aller dérober le plan Manhattan. C'est assez romancé, mais moi ça m'a beaucoup plu et c'est pour ça que je le mets cinquième. Il aurait sans doute pu finir plus haut s'il n'y avait pas eu autant de concurrents, je pense. Ah là là, mon petit Woody, mon petit chouchou, mon petit Woody Dewar que je mets en top 4, qui reste assez simple, assez humble, mais il a une énorme évolution. J'ai pensé, il m'a fait beaucoup penser à son père, Gus, parce qu'ils ont un peu la même évolution, mais lui, j'ai trouvé que c'était plus prononcé, et j'ai d'ailleurs préféré ce personnage à son père. D'abord, le passage du débarquement en France est l'un de mes passages préférés, hein. J'ai trouvé que la mission était assez bien écrite et assez palpitante. Et c'est en partie grâce à lui, je pense que le passage est aussi bien, parce qu'on est dans sa tête. Ok, il a pas mal de doutes, mais c'est un officier, c'est un commandant, donc il doit prendre ses responsabilités, il doit aller au bout de sa mission, malgré malgré tous les doutes et toutes les atrocités qui arrivent sur son chemin, il doit accomplir cette mission. Et j'ai trouvé qu'il est courageux et déterminé, que ce soit avec les filles, que ce soit avec la politique et que ce soit avec la guerre également. C'est un fervent patriote de ses valeurs américaines, mais il est ouvert d'esprit, et ça c'est rare. Et il est émouvant, c'est émouvant de vivre à travers lui la mort de Johan, puis la mort de Chuck. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un très très bon personnage, et en plus de ça, il reprend le projet de son père. La Société des Nations a échoué, lui va reprendre son projet de l'ONU, et ça c'est assez beau, qu'il porte le flambeau de sa famille. Bon, là on arrive dans le top 3. C'était dur. Non, et vraiment, je sais pas si si vous essayez de faire un classement de votre côté, mais pour moi, les 3 derniers personnages, c'était impossible de les classer. Euh, j'ai mis Lloyd Williams en 3ème position, et franchement, j'ai joué à la loterie, hein. Ok, Lloyd, c'est un personnage incroyable. Moi, c'est l'un de mes préférés des Ken Follett. Il est plein de bon sens, il est assez comique, assez drôle, et surtout, il m'a fait penser à Ethel, à sa mère, parce qu'il est fier de sa famille, fier de ses racines assez modestes, et ça je trouve ça beau.
quelqu'un qui n'essaye pas d'élever sa condition sociale, qui essaye simplement de vivre avec ce qu'il a. Même quand il apprend que Bernie n'est pas son vrai père, en fait, il n'est pas rancunier. Il n'est pas rancunier de rien. Après la mort de Boy, il n'est pas rancunier, son pire ennemi. Même quand Fitz, son vrai père, passe à la maison pour lui cracher dessus, bah, il n'est pas rancunier. Il se dit c'est dommage, maintenant j'ai ma famille, maintenant j'ai construit ma vraie vie. Tout ça, c'est que des frivolités en face et je trouve ça beau. Je trouve que le couple qui forme avec Daisy est l'un des plus marquants de Ken Follett parce que les deux personnages évoluent. Ils sont séparés, puis ils sont fiancés. Il y a les rebondissements. Finalement, ils peuvent pas se marier à cause de la famille Fitzherbert. Et ça, c'est franchement, j'ai adoré. Et j'ai beaucoup aimé le passage en Espagne où c'était intéressant. On parle peu de l'Espagne dans la Seconde Guerre mondiale. C'est souvent un pays qui est sous-coté par rapport aux grandes nations alliées ou l'Allemagne ou l'Italie. Et l'Espagne, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses avec Franco, avec ce régime qui a essayé évidemment d'être fasciste à son tour. Euh, je trouve que le passage qu'il fait est beau. En plus, il est volontaire, il se porte volontaire pour sauver ce pays parce qu'il sent que le fascisme prend complètement le dessus sur l'Europe. Donc, il combat également le fascisme en rejoignant le Parti travailliste. Et voilà, Bon, Lloyd, c'était pas mon ninja préféré dans Ninjago. Je préférais plus Zane. Mais voilà, j'ai bien aimé dans Ken Follett. Bon, vous allez peut-être m'en vouloir pour le tome 2. Mais j'ai mis Carla von Ulrich en 2 et pas en 1. Parce que, en fait, Carla, c'est passé d'un personnage bien à un personnage exceptionnel. Exceptionnel parce que c'est la vraie héroïne de ce livre. On avait Billy dans le tome 1. Dans le tome 2, pour moi, c'est Carla la héroïne. Parce que elle est seule dans l'océan nazi impitoyable. Elle est toute seule. Elle soigne des alliés, elle soigne des ennemis. Elle aide son frère qui est raciste. Elle aide un docteur juif alors elle court des dangers mais mortels. Et elle aide un espion étouffé par la Gestapo et sauve une adolescente de 14 ans en prenant sa place dans une succession de viols qui est juste immonde. Enfin, genre, je pense qu'on se rend pas compte de la... bon, évidemment, c'est romancé, évidemment, mais le sacrifice... En fait, voilà, en un mot, Carla, c'est l'allégorie du sacrifice pour moi. Dans l'hiver du monde, elle incarne le sacrifice parce que chacun de ses points de vue ont été palpitants, on a vécu l'horreur avec elle. Et j'ajoute que la prise au pouvoir d'Hitler jusqu'à l'occupation de Berlin, en passant par le plan Action T4, tout ça c'était super bien retranscrit à travers la vie de Carla. Donc ça facilitait également l'affection qu'on a pour ce personnage. Peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec moi, mais mon personnage préféré ça a été Daisy Peshkov. C'est un peu honteux de passer après Carla, mais tout simplement je suis tombé amoureux du personnage. Elle m'a fait tellement penser à Lev. Elle m'a fait tellement penser à Lev que j'avais pas mis numéro 1 dans le tome 1, mais là je mets sa fille direct en 1 parce que en fait c'est une fille rebelle, manipulatrice, audacieuse, conditionnée à aimer pour l'argent. Mais elle a le courage de revenir sur ses valeurs, elle a le courage de revenir sur son mariage raté avec Boy pour aimer Lloyd, et je trouve qu'on a une rupture mais brutale du personnage à ce moment-là. Mais vraiment la rupture qui l'a fait évoluer de manière complètement drastique. En fait, combien de femmes auraient cédé à l'autocratie immonde de son mari peu de femmes au XXIe siècle malheureusement et Daisy l'a fait, elle a une évolution juste formidable de starlet américaine, elle devient mère de famille politique en s'engageant pour l'Angleterre, pour le parti travailliste et là en fait elle aide la société. Il y a une scène qui m'a marqué avec Daisy, c'est qu'elle sauve une fille de l'incendie et des bombardements impitoyables du Blitz. Elle sauve une fille d'un incendie. Et puis après, elle aide toute la ville en transportant des chariots pour les sauver des bombardements. Et j'ai compris ce qu'il manquait à Lev pour être numéro 1 dans le tome 1, c'est cette part d'humanité. Et pour moi, Daisy, elle a l'élégance, elle a le charisme, elle a la passion et elle a cette touche d'humanité à la fin qui fait que je suis tombé complètement amoureux du personnage et elle est irrésistible, j'ai mis top 1. J'ai deux autres personnages en tête qui m'ont aussi marqué et qui ont raté de peu le top 5. Werner Frank d'abord, le mari de Carla à la fin.
Lui, il a vraiment dépassé sa condition familiale. C'est un espion infiltré face à la Gestapo. Et donc, il a couru des dangers incroyables. J'ai adoré ses points de vue face à Mac. D'ailleurs, le commissaire Mac, là, le nazi, il est complètement fou, hein. C'est un tortionnaire dans les règles de l'art, vraiment. L'intelligence dépravée, c'est tout ce que j'aborde. Et en fait, pour moi, Mac à la base, c'est juste le camion rouge de Flash McQueen. C'est pas un nazi qui fait peur. Enfin, genre, c'est complètement horrible ce qu'il a réussi à me faire vivre dans chacun de ses aventures quand il allait pour traquer les gens. C'était affreux à vivre, mais c'était aussi très bien écrit, parce que c'est la réalité, malheureusement. Et enfin, j'ai mis aussi Greg Pechkov. Hein, je voulais le souligner. En fait, il y a une personnalité un peu en retrait. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas mis. Mais en tout cas, il y a une superbe inclusion dans le projet Manhattan. Il prend vraiment part. Quand on nous parle d'Oppenheimer ou du chef de projet Groves, on a une vraie participation de Greg dans le projet. Et j'ai bien aimé son fils Georgie, qui est pour moi très prometteur. J'ai lu la quatrième de couverture du 3 et il va être protagoniste. Donc j'ai hâte de voir comment un métis au fin du XXe siècle va faire pour, à mon avis, il va avoir la vie dure, mais voilà, à mon avis, les prémices sont mises et Greg participe à l'élaboration également du troisième tome. En parlant de Greg, la citation que j'ai saisie, elle est de lui. C'est une citation simple. Le monde est toujours là, mais il a changé à jamais. Le monde est toujours là, mais il a changé à jamais. C'est un écho au titre de l'hiver du monde pour moi, qui est que la Seconde Guerre mondiale, elle a cassé quelque chose définitivement dans l'humanité, mais même dans le monde. La Seconde Guerre mondiale est une rupture brutale de l'être humain. Donc là, il parle de la bombe atomique. Hein. Quelque chose a été changé définitivement, et ça s'est confirmé après les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Mais j'ai trouvé que les erreurs politiques ont montré surtout à quel point on est une créature frivole et destructrice. En fait, c'est terrible comment l'homme qui est mal contrôlé, il peut changer le monde à jamais. Et la création de cette bombe atomique, je crois qu'on se rend pas compte. Bon, je vais pas faire le militant dans une vidéo YouTube, mais je veux dire qu'on se rend pas compte de l'atrocité qu'une bombe atomique peut commettre. Sur ces mots, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est toujours difficile de mettre des mots sur des sujets délicats et souvent controversés, mais j'espère l'avoir fait d'une manière la plus claire et la plus exhaustive possible. Si je devais inclure un petit bémol malgré tout dans ce 10 sur 10, ce serait toujours l'absence de la France. Ah, ça c'est dommage, hein, mais c'était pas assez pour pouvoir mettre un 9, mais l'absence de Charles de Gaulle, du Front Populaire, de la résistance française, enfin j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose. Et peut-être un peu du colonialisme aussi, parce que c'est aussi l'intervention des États coloniaux sont très importants dans la Seconde Guerre mondiale, et on n'en parle pas du tout. Et peut-être un point de vue italien ou japonais, il aurait vraiment été sympa pour offrir plus de visibilité à la guerre. D'un côté de Mussolini pour l'Italie, et peut-être de la guerre du Pacifique du Japon, d'avoir peut-être un échange des points de vue pour Pearl Harbor, mais également pour les bombes atomiques. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. N'hésitez pas à mettre un petit like et à écrire en commentaire ce que vous avez pensé. Moi, ça m'encourage vraiment, et j'ai vraiment hâte de finir cette trilogie avec le tome 3. Je le lis au plus vite et je vous fais un récap dans les prochains jours. Bye bye, c'était Olive, je vous embrasse. Bisous.